Voilà, nous y sommes. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je laisse la parole à Alain et en attendant, il faut quand même que je lance le minimum, c'est-à-dire les diapositives. C'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, c'est parti. Voilà. Alors, c'est bon pour l'image, ton image à toi, ou bien je t'agrandis un petit peu, qu'est-ce que tu veux? Oh, c'est bon, c'est bon. C'est bon, allez, alors c'est bon. Et moi, je disparais. Voilà. Je disparais et je te laisse la commande des festivités. Merci bien, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver. Nous nous étions arrêtés la dernière fois à l'année 1766. La bête avait repris ses ravages. Mais pour les historiens, mauvaise nouvelle, nous avons très peu de documents suite à l'arrêt de la plupart des démarches officielles, qui généraient énormément de documents, et aussi à cause de la lassitude de la presse, qui avait tant fait pour porter la bête vers sa célébrité internationale. À partir du moment où Monsieur Antoine a tué son loup, la presse va noter que ça y est, dans le Gévaudan, il ne se passe plus rien. Et lorsque les attaques reprendront, on est passé à d'autres sujets. Là aussi, un phénomène qui malheureusement continue d'affecter les médias de nos jours. La mémoire des médias n'est pas extrêmement longue. Ce qui fait que le Gévaudan se retrouve livré à lui-même, et même s'il ne sera pas complètement abandonné par le pouvoir central, il y aura quelques tentatives, faut dire assez symboliques. D'un autre côté, il faut aussi savoir qu'en 1766-1767, il y a d'autres attaques de bêtes sur le territoire royal, alors, dont des loups enragés, qui constituent un problème différent pour nous historiens, mais qui concrètement pour les populations et les autorités recoupe beaucoup le phénomène des bêtes. Donc on enverra aux autorités locales des brochures pour leur apprendre à lutter contre les attaques de loups. On ne parle plus de bêtes, on parle tout simplement d'attaques de loups, et donc il faut faire des chasses aux loups. Donc on donne des plans de pièges, des formules de poison, des méthodes d'empoisonnement. Il y aura encore quelques tentatives qui seront faites, notamment très tardivement, trop tardivement dans l'année 1767. L'un des gardes-chasse de Monsieur Antoine se portera volontaire pour revenir en Gévaudan, ayant entendu parler que la bête était revenue en Gévaudan. Il se proposera pour mener une nouvelle mission, et après la mort de la bête, apparemment, il y aurait eu des chasseurs qui seraient arrivés. Bon, ils n'ont plus que constaté que l'histoire était cette fois bel et bien terminée. Mais pour nous, en 1767, elle ne l'est pas encore. Alors, on pourrait s'étendre un peu plus sur le début de l'année 1767 que sur l'année 1766. Il y a un peu plus de documents. Mais au bout d'un moment, c'est un peu vain que de faire simplement des listes de victimes. On peut mentionner, d'une part parce que c'est un lieu d'attaque qu'on a retrouvé relativement récemment, et d'autre part parce que c'est la seule victime noble de l'histoire de la bête, on peut mentionner la mort de la petite Rose de la Taillère au village de l'Aire. Alors quand on dit noble, sa famille portait un titre, petit titre de noblesse, je crois que c'était écuyer ou l'un des titres les plus bas, et de toute évidence, la petite Rose n'avait pas une vie très différente des autres enfants du village de l'Aire. Elle était en train de jouer avec eux lorsqu'elle a été saisie par la bête, grièvement blessée, et elle meurt dans la journée de ses blessures. Donc c'est un peu anecdotique de noter ceci. Une victime noble,
mais matériellement parlant, c'est une petite fille de plus à rajouter à la liste. Donc le Gévaudan livré à lui-même va mener des battues avec les moyens du bord, avec les personnes qu'on peut trouver sur place, et notamment le jeune marquis d'Apcher, 19 ans à l'époque, qui avait participé aux battues et aux chasses précédemment, va reprendre à sa charge un certain nombre de chasses et de battues sans grand succès, jusqu'au 17 juin 1767, où la dernière victime officiellement recensée de la bête du Gévaudan, Jeanne Bastide, est tuée. Le marquis d'Apcher est averti dans la soirée. Il organise durant la journée suivante, celle du 18, une chasse, et là, pour une fois, et enfin, la chance va être du côté des chasseurs. On peut repérer le déplacement de la bête. Elle se rend dans les bois de la Tenzer, sur le mont Mouchet. Et alors après être parti tardivement le soir du 18 juin avec un certain nombre de chasseurs, dont le célèbre Jean Chastel, il a été possible de cerner les bois et donc d'y maintenir la bête en vue d'une chasse le lendemain. Alors, sur les chiffres et la manière exacte dont la chasse s'est tenue, on a plusieurs témoignages, dont celui de l'abbé Pourchet, qui est resté très célèbre. Sa sainte Tata, comme il dit, qui était dans les ordres, lui a fait le récit très religieux d'un Jean Chastel placé au bon endroit par la Providence, qui lit les litanies de la Vierge, voit arriver la bête, replie ses besicles, ajuste son tir et abat la bête. Bon. Les témoignages d'époque qu'on a sont pas forcément tous complètement cohérents, mais on arrive à se faire une bonne idée. On pense qu'il devait y avoir une douzaine de chasseurs à proprement parler, et il y avait probablement environ 200 batteurs. C'est ce qui a permis d'entourer le bois, d'une part, d'empêcher que la bête n'en sorte prématurément, et au lever du soleil, donc, il est possible d'effectuer une battue efficace du petit bois de la Tenzer. Il était beaucoup plus petit à l'époque qu'il ne l'est maintenant, avec des chiens, et la bête va effectivement être chassée du bois et passer par un endroit qui, d'après les chasseurs contemporains, est toujours un passage à gibier. Donc ceci peut aussi expliquer cela et peut expliquer pourquoi Jean Chastel, chasseur du coin, a pu se placer au bon endroit. Lorsque la bête arrive en lisière de la forêt, elle marque un temps d'arrêt, ce qui a donné lieu là aussi à beaucoup de légendes. Aurait-elle reconnu Jean Chastel? Bon. Le fait est que, d'une part, on a un témoignage comme quoi la bête s'est arrêtée pour se retourner contre des chiens qui la serraient d'un peu trop près, et d'autre part, si la bête sortait du couvert de la forêt, le fait de s'arrêter et de marquer un temps d'arrêt, c'est simplement une précaution, vérifier que le passage était libre. Malheureusement pour la bête, et heureusement pour les habitants du Gévaudan et pour Jean Chastel, le chemin n'était pas libre. Jean Chastel a l'occasion de la tirer. La bête meurt sur le champ. Alors on s'est retrouvé 250 ans plus tard, au jour près, à l'heure près, avec un certain nombre de fous, de bestieux absolument fanatiques, pour avoir une petite idée et commémorer cette occasion en tâchant d'imaginer. Alors, à l'heure actuelle, le lieu de la mort de la bête, la Sogne d'Auvers,
est une petite clairière au croisement de deux pistes forestières. Les deux pistes sont déjà mentionnées dans les documents d'époque, mais la lisière passait un peu en contrebas à l'époque. Nous étions en pleine forêt, donc il fallait qu'on se représente la lisière un peu plus loin, la bête qui arrive. Où était exactement placé Jean Chastel, nous n'en savons rien. Où la bête est-elle tombée exactement, nous n'en savons rien non plus. La tradition varie, puisque selon certains auteurs, l'herbe n'a jamais repoussé à l'endroit où la bête est tombée, et selon d'autres, l'herbe y repousse, mais rouge. Bon, on a regardé les herbes et on n'a rien trouvé qui nous permette de savoir exactement où la bête est tombée, mais le fait est là, nous sommes le 19 juin 1767, et il est un peu plus de 10 heures du matin, 10h30 peut-être, heure solaire naturellement, et la bête du Gévaudan pousse un dernier cri et meurt. Alors, à la Sonne d'Auvers, avec les fanatiques qui étaient là, nous avons dû faire preuve d'imagination pour reconstituer les scènes. Heureusement, on n'est pas toujours obligé de faire appel à l'imagination. On a pu voir déjà dans des documents précédents qu'un certain nombre de lieux étaient restés très semblables, et pour d'autres, comme le village de Pauillac, où Marie-Jeanne Vallet avait gravement blessé la bête, notre pucelle du Gévaudan, défendant sa sœur sur le petit pont. Le village de Pauillac, lui, n'a pas survécu intact depuis l'époque du Gévaudan. C'était un haut lieu de la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. Le maquis du Mont Mouchet, où la bête avait son repère et où elle a été abattue, a été un maquis fort important. Et le village de Pauillac a été sciemment détruit et incendié par les forces d'occupation allemandes, ce qui fait qu'on a parfois du mal à reconstituer à quoi il pouvait ressembler ou à situer les différents lieux, par exemple la maison de Marie-Jeanne Vallet. Heureusement, donc, on peut se baser sur un certain nombre de documents d'époque ou de relativement peu de temps après, par exemple le cadastre napoléonien qui date d'une 50aine d'années après, et qui peuvent nous donner des éléments cruciaux pour situer et reconstituer les différents lieux. Donc ici, par exemple, ce document que je dois à Éric Thibault, encore une fois, est absolument émouvant. Il s'agit de la reconstitution, enfin du dessin, c'est pas une reconstitution, c'est le dessin qui a été effectué de l'église de Pauillac à cette époque. Alors le plan moderne et grossièrement conservé. Le tas de cailloux qu'on remarque existe toujours. Simplement, l'endroit qui est marqué comme le cimetière, c'est maintenant le parking où l'on se gare pour visiter Pauillac. Éric nous signale, oui, qu'il s'agit d'un plan des Hospitaliers. Alors, voilà un autre exemple de ce que nous utilisons pour repérer exactement les lieux. Là, je recherchais à partir du cadastre napoléonien que vous avez sur la gauche et à partir de l'équivalent sur Google Earth à droite, je recherchais l'emplacement du combat de Marie-Jeanne Vallet. Et heureusement, malgré quelques modifications sur les lieux, on arrive à relativement bien superposer les deux documents, à condition de travailler un petit peu sur l'échelle. Alors ça, c'est surtout intéressant à avoir sous les yeux lorsqu'on est sur place, mais toujours est-il que entre les descriptions que donnait par exemple monsieur Antoine, où il disait que l'attaque avait eu lieu sur une sorte de petite île, il n'y a rien de nos jours qui ressemble à une petite île à cet endroit, mais si vous regardez sur le cadastre napoléonien,
on voit qu'il y a deux ruisseaux qui descendent et qui se rejoignent en formant une petite péninsule. Et c'est cette petite péninsule que M. Antoine qualifiait de sorte de petite île. Marie-Jeanne Vallée, qui prenait le chemin qu'on voit en arc de cercle sur la gauche du plan et sur la gauche de la photo, a dû traverser à cet endroit un premier petit pont pour le premier cours d'eau. De l'autre côté, il y avait un autre petit pont pour traverser le deuxième cours d'eau. Et c'est entre les deux cours d'eau, sur la péninsule, qu'elle a été attaquée. La description nous dit que c'était un endroit qui était boisé à l'époque. Alors, il a été un peu bousculé, mais on trouve encore des arbres à cet endroit-là, donc ça ne doit pas être très différent de ce que ça pouvait être. Et donc, encore ces années dernières, Éric et moi sommes retournés sur place, vraiment constater, comparer, mesurer, et on pense savoir, une fois sur place, on pourrait vous dire quasiment à 1 ou 2 mètres près où l'attaque a eu lieu exactement. Alors, j'en ai un petit peu parlé en parlant du témoignage de l'abbé Pourchet sur la mort de la bête, qui est en fait un récit quasiment mythologique. Et j'ai eu du mal à suivre ta trouvaille, dit Éric. Non, c'est vrai qu'il faut à la fois comparer les documents et être sur place et bien réfléchir. Et puis, il y a toujours des interprétations différentes qui sont possibles. Donc, je parlais du témoignage de l'abbé Pourchet et le fait que déjà à l'époque de l'abbé, probablement déjà à l'époque de la bête, mais certainement à l'époque de l'abbé, la vérité et la légende se mêlaient. Eh bien, voici là exactement sous nos yeux un mélange de vérité et de légende. Il s'agit du loup tué par Monsieur Antoine, présenté au roi Louis XV à Versailles. Alors, on pourrait se dire que à partir d'une occasion comme ça, les graveurs, les auteurs de pamphlets, d'opuscules, de gazettes auraient pu se donner la peine de faire une représentation d'après nature. Et pendant un certain moment, comme on n'avait que ce document représentant l'exposition du loup de Monsieur Antoine à Versailles, on avait tendance à se baser un peu dessus. Et puis, il y a quelques années, un chercheur américain qui a fait un remarquable travail sur le phénomène médiatique autour de la bête, a réussi à retrouver le témoignage d'un diplomate britannique qui était en France à l'époque, qui était à Versailles, qui a vu la bête exposée à Versailles. Et, entre autres commentaires, il nous dit que ça ne ressemble absolument pas à ce qu'on peut voir sur les gravures qui représentent l'exposition de la bête à Versailles. Donc, autant pour cette gravure qui est probablement faite d'imagination. Alors, il y a quelques détails qui sont véridiques. On remarque, alors, Monsieur Antoine serait le personnage qui est à la gauche de l'image, debout, avec un chapeau, parce qu'il a cet honneur de pouvoir garder son chapeau devant le roi, et il porte sur la gauche de son veston la croix de Saint-Louis, qu'on remarque également sur la poitrine du roi, qui est, lui, derrière la bête, devant l'ecclésiastique. C'est le roi, avec sa bandoulière, là, qui est juste derrière la bête. Donc, mélange de réalité et de fiction. À chaque fois qu'on a un document, il faut vraiment le prendre avec des pincettes, il faut vraiment le confirmer ou l'infirmer par tous les autres moyens qu'on a. Et de ce point de vue-là, la recherche ne cesse pas, même si ça ne fait pas forcément énormément progresser notre connaissance sur la bête.
Aujourd'hui encore, notre cher Éric Thibault m'a envoyé un certain nombre de renseignements qui permettront peut-être, là au contraire, de redonner un peu plus de foi à une autre gravure, mais je lui laisse le soin de poursuivre ses recherches et de nous en dire davantage plus tard. Tiens, je t'interromps un petit peu, mais j'avais lu quelque part des commentaires sur cette gravure disant que les personnages que l'on voit, certains semblaient douter de la bête en voyant le loup, enfin qu'il y avait des expressions que le dessinateur avait marquées dans ces personnages qui étaient des expressions de doute, de scepticisme et compagnie autour de ce loup en question. Bon, ça c'était un commentaire que j'avais lu un jour, je ne sais plus où d'ailleurs, à ce sujet-là. Alors, de fait, le témoignage qu'on a de l'ambassadeur, c'est que le spectacle du loup d'Antoine était plutôt décevant par rapport à ce qu'on attendait de la bête du Gévaudan. Reste à savoir naturellement quel est le lien exact du loup d'Antoine avec le phénomène de la bête. Tout le monde n'est pas convaincu que le loup abattu par Antoine ait été la bête, ni même une des bêtes. Donc, la discussion peut rester ouverte à ce sujet. Donc, chercher encore et toujours, rassembler un maximum de documentation et essayer, à partir de ça, de reconstituer. Et il y a tellement de documents, tellement de facettes différentes à cette affaire que malheureusement les compétences d'une seule personne n'y suffisent pas et que depuis que cette histoire est traitée sérieusement, historiquement, donc grosso modo depuis le livre de l'abbé Pourchet et surtout le livre suivant de l'abbé Fabre, il a fallu faire appel à tout genre de spécialistes pour essayer de savoir un petit peu plus précisément de quoi on parlait. Ici, par exemple, vous avez une reconstitution qui date de 1960 et qui, d'après les rapports d'autopsie, nous reconstitue la dentition et la mâchoire de la bête. Alors, une des conclusions à laquelle on a pu arriver très rapidement, c'est qu'au moins les deux animaux qui ont été autopsiés étaient de grands canidés. Il y a pour ça un moyen très simple, c'est de compter le nombre de dents. On arrive à 42, et ça, c'est un signe de certitude à 100% que l'animal, ou les animaux en l'occurrence, étaient des canidés. Alors, canidés, après, ça peut varier, ça peut être chien, ça peut être loup, ça peut être hybride, ça peut être renard, mais je pense qu'en celui-là, on peut l'exclure au vu de la taille et du comportement. Mais donc, ça a été un peu l'essentiel de ma contribution à la recherche sur la bête, ça a été de rassembler, si possible, en un document, tous les documents qu'on pouvait trouver, de toutes les sources possibles, éventuellement quitte à consulter des spécialistes ou à contacter des personnes qui ont fait des recherches et qui me font part de leurs recherches, pour que dans un document, on arrive à trouver toutes les ressources nécessaires. Après, même en les ayant, les interpréter est encore une tâche quasiment insurmontable pour une seule personne. Donc c'est quelque chose aussi qui est relativement sympathique parce que pour l'essentiel, les chercheurs de la bête, d'une part, sont passionnés dans leur recherche, font un travail de recherche approfondi, parfois extrêmement pointu, qui est souvent de qualité, et pour la plupart n'hésitent pas à partager leurs trouvailles et à s'intégrer aux discussions. Donc il y a un petit monde de bestieux où quasiment tout le monde se connaît et on échange et on discute et on partage.
Et je n'aurais pas pu faire tout ce travail de compilation si j'avais pas pu compter sur des généalogistes, des gens qui peuvent se rendre aux archives et qui m'ont transmis des fac-similés. C'est un peu plus facile maintenant que la plupart ont été digitalisés et sont accessibles en ligne, mais il reste encore des documents qui ne sont pas accessibles facilement au public. Et un certain nombre de documents qu'on continue à trouver chaque année, je dirais pas chaque jour, mais presque chaque mois. Donc cette histoire de Bête, cette horrible histoire de Bête, a donné lieu de nos jours à un phénomène qui, tout en reconnaissant la gravité et la tristesse de l'histoire, a su créer un enthousiasme contagieux et collectif auprès des bestieux et des chercheurs. Et un certain nombre de chercheurs qui s'intéressaient au départ à la bête de façon relativement tangentielle, comme Monsieur Morisseau, pour qui c'était juste une partie de son histoire générale des attaques de loups, en sont venus à s'intéresser spécifiquement à la bête du Gévaudan et à trouver d'autres angles d'approche. J'ai pu parler avec des personnes qui avaient un côté un peu politique de l'opportunité ou non d'écrire une histoire sociale de la bête du Gévaudan. Et il faut bien reconnaître, et Monsieur Morisseau l'a fait en partie dans ses ouvrages, que si vous voulez étudier une société rurale relativement attardée pour l'époque et peu favorisée par la nature, alors qu'on est à moins d'une génération de la Révolution française, l'histoire de la bête du Gévaudan est un formidable révélateur historique et social. Alors, le point sur les recherches, c'est quelque chose qui est, comme je vous ai dit, mis à jour parfois quotidiennement. Alors, là aussi, on cherche, on essaie de retrouver sur un plan, là sur la photo de gauche, je crois que c'est également Éric Thibault qui nous a fait ça, retrouver l'emplacement de la maison de Jacques Portefaix dans son village du Villeray. Alors, la maison elle-même a complètement disparu, mais on a encore des photographies de l'ancienne maison et on a pu retrouver son emplacement. Sur la droite, vous avez une reconstitution de la bête qui va au-delà de la simple mâchoire et qui tâchait de reconstituer, toujours d'après les mensurations prises dans les autopsies, son squelette, sa taille et éventuellement un certain nombre de postures. Donc, comme vous pouvez voir, comparé à l'échelle humaine, il s'agit véritablement d'un très beau bestiau. Cette réalisation qui a été faite en 3 dimensions et sur un des documents, on peut la faire pivoter, est due à un ami chercheur italien. Question, on s'est basé sur la taille d'un homme pour l'époque. Et il faut pas oublier que la taille des hommes à l'époque était dans les 1m65, 1m69, 1m70 dans ces zones-là. Hein. Napoléon avait 1m69, c'était pas considéré comme un nain. Hein. Il avait la taille moyenne de son époque. Hein. Voilà. Tout à fait. Si aujourd'hui on a des gens qui ont 1m80, 1m90, à l'époque c'était pas le cas du tout, quoi. Hein. De même qu'on avait parlé de la taille de Marie-Jeanne Vallet, 4 pieds 6 pouces, c'est-à-dire 1m46, pour une jeune personne de 19 ans, si je me souviens bien, 19 ou 20 ans, et dont personne ne mentionne qu'elle était particulièrement petite, ni dans l'absolu, ni pour son âge. Et on a également... Oui. Je disais que j'ai eu l'occasion de croiser une fois ou deux dans ma vie, c'est pas fréquent aujourd'hui, des personnes qui avaient cette taille-là. C'est pas bien grand pour aujourd'hui. Hein. C'était pas des, et c'était des femmes justement qui étaient, celles dont je parle,
qui n'étaient pas des femmes costaudes, hein, particulièrement, hein, 1m47, je la prenais sous mon bras et je partais avec, quoi, hein, je vais dire en gros, quoi. Hein. Moi, je suis presque 1m90, donc voilà, quoi. Ma vieille nounou, ma vieille tata à moi, qui est toujours en vie, fort heureusement, mesure à peu près 1m46, et pour ses 90 ans, pour lui faire la bise, j'ai dû me mettre à genoux. Évidemment. Tiens, autre chose, et je t'interromps, Oui. autre chose, on n'a jamais émis l'hypothèse que les bêtes du Gévaudan pouvaient être des loups canadiens, et je pense à cela, parce que la guerre des 7 ans n'est quand même pas tellement loin, et la Nouvelle-France, il y avait quand même des contacts avec la Nouvelle-France depuis Louis XIV. C'est une idée que je n'ai jamais lue, et je ne dis pas que je la défends, mais c'est une hypothèse que je n'ai jamais lue nulle part. Je ne l'ai jamais rencontré non plus, mais c'est certainement plus plausible en tout cas que d'avoir importé un thylacine à la même époque. Et que de ce fait-là, quand Marin dit que c'est une espèce qui n'est pas connue de nos régions, est-ce que c'est une phrase politique pour ne pas froisser le roi, ou bien est-ce que c'est vraiment une espèce qui n'est pas de nos régions, donc on penserait à l'Amérique à ce niveau-là? Ça fait partie des choses sur lesquelles on peut discuter, sur lesquelles on peut interpréter différemment un certain nombre de documents. Je pense que dans le rapport Marin, c'est-à-dire le rapport d'autopsie de l'animal tué par Chastel, je crois qu'ils n'ont pas eu besoin de trop déformer la vérité. La description de l'animal fait qu'effectivement, ça ne ressemble pas à des loups que nous connaîtrions, hein, je parle bien contemporain là, connaîtrions encore dans la région donc ou en France, sachant que nos propres populations lupines en France nous sont revenues s'implanter à partir des pays limitrophes. Hein, on n'avait plus de population lupine autochtone. Donc un loup qui n'en est pas tout à fait un. Alors on peut mettre après dessus ce qu'on veut, un hybride ou effectivement une sous-espèce particulière de loup. Pourquoi pas? C'est plausible, c'est pas impossible. Après, on a aussi des descriptions qui parlent de la bête du Gévaudan en disant il s'agit de loups, avec une raie noire sur le dos, comme l'ont presque tous les loups. Et ça, c'est un témoin du Gévaudan qui l'écrit. Donc, on lit des zoologistes qui disent que le loup n'a pas cette raie noire sur le dos. Voilà, donc qui croire et surtout donc sur quoi se base-t-on? Est-ce qu'il y avait une population lupine homogène en Europe ou est-ce qu'il y avait des mouvements de population avec des sous-espèces? C'est entre autres la thèse de Pierrick Guiteau, oui d'une part, et de Jacques Bayon, avec ces 2 livres Drôles de bêtes en Gévaudan, hein, qu'il ait pu y avoir de diverses populations lupines, que la population lupine n'ait pas été homogène, en tout cas pas en Europe, et peut-être pas même en France, et que donc il était tout à fait possible qu'il y ait eu des mouvements de population lupine, ou que des individus, puisque le loup anthropophage, hein, on l'avait mentionné, le loup anthropophage est un individu, c'est pas une meute, c'est pas une grosse population à chaque fois, que des individus aient pu passer d'un pays à l'autre et que donc se pointent en France à différents moments de l'histoire en Gévaudan 1764-1767 en ce qui nous concerne, des animaux très semblables aux loups mais présentant des caractères spécifiques et autres que l'anthropophagie. Ça me paraît tout à fait plausible, ça me paraît tout à fait relevable. Maintenant, trouvons un moyen de le prouver.
naturellement. Autrement, c'est une théorie, c'est une bonne théorie, mais elle fait des prédictions qui, pour le moment, n'ont pas été prouvées. Donc, c'est pas encore une théorie scientifique solidement établie. On peut partir d'une hypothèse et puis voir si on peut la prouver ou non. Ouais. Ça, c'est la démarche scientifique, quoi. C'est la démarche scientifique. Et bon, pour le moment, on n'a aucune preuve. Donc, toutes les théories sur la bête, même les plus sérieuses, même les plus plausibles, sont en l'air d'une certaine façon. Alors, il nous reste également aussi un certain nombre d'objets. Alors, les discussions vont bon train sur l'authenticité de ces objets, naturellement. Celui qui vous est présenté à l'écran, qui est probablement le plus visuellement connu, serait l'arme employée par Marie-Jeanne Vallée le jour où elle a blessé la bête sur le petit pont de Pauillac. Alors, là aussi, il n'y a absolument aucune preuve. Il n'y a pas d'ADN de bête à récupérer au bout, il n'y a pas d'ADN de Marie-Jeanne Vallée à comparer. On a retrouvé ça dans le placard, dans un placard du Gévaudan, et la tradition était que c'était l'arme de Marie-Jeanne Vallée. Alors, bon, pourquoi pas? De toute façon, beaucoup des armes employées à l'époque devaient ressembler à ça. C'est-à-dire, vous preniez un bout d'instrument agricole qui ne servait plus, comme le bout de ferraille, là, ici. Moi, je sais pas, ça peut être un bout de lame, peut-être, je sais pas, un bout de soc qui a été aiguisé et rendu un petit peu pointu. On le fixait sur un bâton plus ou moins solide. Celui-ci, de près, est un petit peu vermoulu, mais s'il date de l'époque, ça devait être parfaitement solide. Et alors, s'il s'agit bien de l'arme de Marie-Jeanne Vallée, rappelez-vous, on avait mentionné qu'elle l'avait plantée dans le poitrail de la bête et que la lame était teinte de sang sur une longueur de, je sais plus, 7 à 10 centimètres. Regardez un peu la forme de cette lame. Imaginez-la pénétrant de 7 à 10 centimètres dans le poitrail de l'animal. On peut concevoir que la blessure devait être absolument hideuse. Donc, lorsque on pensait ce jour-là et dans les jours qui ont suivi que la bête mourrait de cette blessure, je pense que c'était une supposition tout à fait raisonnable de la part des témoins, et pour autant qu'on sache, comme pour l'animal qui avait été tiré au gros sang le 1er mai, il n'est pas impossible que la bête soit effectivement allée crever quelque part et qu'on n'ait jamais retrouvé son cadavre, cette bête-là en tout cas, mais laissant d'autres animaux anthropophages jusqu'au 19 juin 1767. En tout cas, cet outil peut être donc l'arme de Marie-Jeanne, peut être vu au musée de la bête à Auvers lorsqu'on s'y rend. Alors, il y a un objet extrêmement célèbre dont j'ai pas pris pour lequel j'ai pas mis de photo, c'est le fusil de Jean Chastel. Alors, il se trouve que dans les dernières années, après avoir disparu de la circulation, après avoir été racheté par l'abbé Pourchet et décrit par l'abbé Pourchet, une arme censée être le fusil utilisé par Jean Chastel, correspondant à la description de l'abbé Pourchet, avec un certain nombre de modifications par les propriétaires ultérieurs, a refait surface. Il est entre des mains privées, il a été exposé une année au Malzieu et on peut trouver quelques photos sur Internet ou quelques photos qui avaient été publiées dans la presse, ou on peut le voir dans certaines émissions télévisées. C'est en tout cas une très belle arme, et si on prend en compte les modifications qui ont été effectuées, à défaut d'autre chose, il représente certainement le type de belle arme que des gens d'une certaine aise quand même pouvaient avoir et ont pu utiliser contre la bête du Gévaudan. Là encore, il y a des divergences d'opinion sur est-ce que c'est vraiment
l'arme de Jean Chastel? Est-ce seulement vraiment le même modèle que l'arme de Jean Chastel? Bon, les opinions divergent et là encore, il serait très difficile d'apporter une preuve, je pense, dans un sens comme dans l'autre. Pour l'arme de Chastel, on parle d'un fusil à 2 coups qu'il aurait eu, plutôt qu'un fusil, c'était moins courant que les fusils, je vais dire monocoups, hein, les fusils à 2 coups. Mais ça existait déjà à l'époque comme arme de chasse. Hein. Oui, ça existait, et justement, c'est le fait qu'il y ait plusieurs modèles qu'aurait pu avoir Jean Chastel ne fait que renforcer l'opacité de la chose. Alors, les lieux de mémoire, quasiment tout le Gévaudan est un lieu de mémoire. Si vous vous souvenez de la carte du territoire de la Bête que j'ai montrée au tout début du premier webinaire, il y a quasiment pas un endroit en Gévaudan où elle n'ait laissé une trace. Certains lieux ont été plus éprouvés que d'autres. Là, vous avez une photo prise il y a quelques années du cimetière de la paroisse de Nozerolles. Alors, la paroisse de Nozerolles est la paroisse du territoire de la Bête qui a été le plus éprouvée. Comme vous le voyez ici, la paroisse a le triste record d'avoir 7 victimes de la Bête du Gévaudan qui y sont enterrées. À certains moments, et notamment, il me semble, dans l'année 1767, dans les derniers mois de la Bête, pendant un mois, le curé n'a enterré que des victimes de la Bête. Donc, à chaque fois qu'on tente d'être rationnel, qu'on essaie de relativiser les choses, que j'avais fait dès le début de mon intervention, 300 personnes attaquées en 3 ans, 100 personnes tuées, il faut relativiser, c'est pas énorme, les maladies ont fait bien plus. Mais au niveau du ressenti des populations, lorsque dans le cimetière, vous avez 7 personnes que vous connaissiez probablement qui sont enterrées, et quand pendant un mois, les seules personnes qu'on y enterre sont des victimes de la Bête, le ressenti est bien sûr tout différent. Les statistiques ont leur cruauté, mais la réalité ne s'exprime pas dans ces cas-là en termes statistiques. Alors là aussi, il y a des controverses entre chercheurs. Cela vaudrait-il la peine de tâcher d'exhumer les corps des victimes pour y effectuer le genre de paléo-autopsie qu'on sait très bien faire à l'heure actuelle? Est-ce que ça nous donnerait des renseignements, voire est-ce qu'il serait possible de voir, par exemple, le type de blessure qui aurait été fait? Bon. Je préfère ne pas me prononcer sur le sujet. Certains sont farouchement contre et préfèrent qu'on laisse ces victimes reposer en paix, en argumentant, ce qui n'est pas faux, que ce que ça pourrait nous apporter risque de ne pas être décisif en plus. Bon. Et puis quelques autres, et je peux le comprendre aussi, disent mais il y a une piste scientifique à explorer. Bon. Je ne me prononcerai pas et je laisserai à chacun sa réflexion. C'est vrai que c'est un sujet qui peut facilement devenir passionnel. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que maintenant, avec les techniques d'analyse d'ADN, donc d'ADN environnementaux, on peut parfois retrouver même de l'ADN qui a plusieurs dizaines d'années dans un sol, sur un objet. Et donc, c'est peut-être pas, je sais pas où ça en est au niveau de, je sais que pour les sols extérieurs, oui, mais pour les sols intérieurs, enfin bon, je dis sol intérieur, la terre qui aurait été recouverte pendant plusieurs siècles, etc., comme une terre de tombe, ou des squelettes, je ne sais pas si on pourrait en retrouver à ce niveau-là, ce qui pourrait, si c'était le cas, dire, bon, ben voilà, on a l'ADN de la bête, c'est bien, puisque c'est resté sur les victimes, c'est bon, on sait ce que c'est.
est-ce qu'on est déjà là? Je n'en sais rien, mais je sais que l'ADN environnemental permet de savoir, par exemple, que vous êtes passé à tel endroit parce que tout le monde laisse son ADN, condition qu'il marche pieds nus bien sûr, ou qu'il touche un objet. On peut trouver ça plusieurs années plus tard. On peut même analyser des feux ou des objets qui ont été, ou des restes de repas qui datent du paléolithique et compagnie. Donc voilà, c'est une idée. Je ne sais pas si quelqu'un se livrerait à ça ou si on peut déjà faire aussi loin, aller aussi loin quant à identifier sur un squelette qui a 250 ans ce qui s'est passé, quoi. La présence d'ADN est même pas ce que moi je vois de plus parlant. Je pense qu'une analyse des blessures, par exemple, pourrait éventuellement être plus parlante. La recherche de l'ADN, ça me paraît beaucoup plus aléatoire. Mais comme Eric l'a fait remarquer dans le chat, de toute façon, tout ça suppose que parmi tous les ossements qui sont dans ce cimetière, on soit capable de trier et d'identifier spécifiquement ceux des victimes de la bête. Et bon. Puisqu'on a bien réussi à identifier notamment l'ADN d'Henri IV et d'autres rois décédés dont on a retrouvé récemment le cercueil, ou la tombe, et qu'on a pu identifier comme étant tel ou tel roi ou tel prince, quoi, avec sûreté, quoi, hein, avec bon. Donc, mais on a aussi accès à des sources d'ADN contemporains de gens apparentés à ces souverains, et puis même tout à fait. Le chaos qui a été la basilique de Saint-Denis, bouleversée après la Révolution française, était quand même, je pense, resté beaucoup plus ordonné. Et dans le cas des rois, en plus, on avait le cœur qui était ailleurs, parfois le crâne qui était ailleurs. Enfin bref, tout un micmac qui faisait qu'on avait plusieurs sources. Bon, là, je pense que la faisabilité de la chose déjà n'est pas certaine. Après, est-ce que ça vaut le poids, le coût moral de retourner ce cimetière? Bon, comme je dis, moi, je me prononcerai pas. Je me contente simplement de le mentionner parmi les choses qui continuent de nous toucher, de nous interroger et parfois de nous diviser au sein même de la communauté des bestiaux. Bien. Alors, nous vous remercions, mais j'ai encore quelques petites choses à dire. Oui, et ne partez pas, ne partez pas. Qu'on passe à la suite. Et pour rebondir également sur la question qui avait été posée l'autre jour, mais donc de l'ADN de la bête, puisqu'on vient d'en parler, où pourrait-on le retrouver? Alors pour ça, il faut s'intéresser à ce qu'il est devenu au moins des deux animaux qui ont été identifiés comme possibles bêtes et qui ont été abattus, autopsiés, et pour lesquels on a quelques traces d'existence après l'affaire de la bête. Le premier, c'est le loup de Monsieur Antoine. Alors ce loup de Monsieur Antoine, après avoir été exposé à Versailles, a été exposé à Paris, dans un cabinet de curiosités, y étant déposé par les gardes-chasse à qui Monsieur Antoine avait laissé son loup pour qu'il puisse se faire un peu d'argent en le montrant. Donc, il est passé dans ce cabinet de curiosités. Là encore, notre infatigable Eric a réussi à retrouver des peintures d'époque qui représentent le lieu du cabinet, des plans, donc on sait exactement où est passée la bête, à Paris même. Il est possible, mais on n'en sait pas trop après, qu'il ait été donné au Muséum d'histoire naturelle. En fait, on n'a aucune trace dans les registres du Muséum d'histoire naturelle de l'entrée d'une bête du Gévaudan en tant que telle. Mais un certain nombre de témoignages ultérieurs laissent à penser que certains animaux exposés, et dont peut-être une hyène, auraient, à certaines époques, été décrites comme bêtes du Gévaudan ou bête de l'espèce
même animal que l'espèce dont était la bête du Gévaudan, et que certains de ces animaux, au moins un de ces animaux qui aurait perdu ses poils, aurait été brûlé. Alors pourquoi pas l'animal de Monsieur Antoine? C'est là aussi sans preuve. Ce qui semble en revanche, c'est que un animal, et moi je pense qu'il s'agit de celui de Monsieur Antoine, après être passé au cabinet de curiosité, a été exposé dans des foires, a été mis en vente par petite annonce. Donc il y a un moment, quelques années après l'histoire de la bête, où si vous aviez été collectionneur, vous auriez pu acheter un animal réputé être la bête du Gévaudan avec sa femelle et ses petits pour mettre dans votre fausse grotte, dans le jardin de votre hôtel particulier ou de votre palais. On sait que ce modèle a été exposé à une foire à Paris et après on perd complètement sa trace. Pour le moment, parce qu'on a il n'est pas impossible qu'un jour on arrive à retrouver une autre trace de ces animaux exposés. Alors l'autre animal, c'est l'animal de Chastel. L'animal de Chastel a pas eu le même succès de publicité que l'animal de Monsieur Antoine. Il a été autopsié, certes, mais apparemment par des gens qui n'étaient pas forcément très compétents et qui auraient beaucoup abîmé la dépouille avant que les spécialistes ne puissent faire une autopsie détaillée. Il n'a pas été véritablement embaumé, il a été rempli de paille et recousu. Jean Chastel aurait fait une tournée en Gévaudan pour l'exhiber et gagner un peu d'argent. Puis, l'animal aurait été expédié par le marquis d'Apcher à Paris, à l'hôtel de la Rochefoucauld, la famille de la Rochefoucauld étant apparentée ou alliée à celle des Apcher, pour essayer d'obtenir les récompenses dues au tueur de la bête. Or, donc je vous rappelle, l'animal a été tué le 19 juin, autopsié, empaillé, montré dans le Gévaudan, puis monté à Paris. Monté à Paris, c'est un minimum de 15 jours en charrette et sans réfrigération. Donc, la chose qui est arrivée à Paris était littéralement pourrie, c'était une charogne qui empestait. On a le témoignage du domestique du marquis d'Apcher qui l'a accompagné jusqu'à Paris. D'après ce témoignage, l'animal aurait été montré à Monsieur de Buffon dans l'hôtel de la Rochefoucauld. Buffon aurait vu au moins à la patte qu'il s'agissait d'un grand loup. Mais là non plus, on n'a pas le témoignage de Buffon ou trace que Buffon ait récupéré la charogne. On s'en serait débarrassé ensuite. Une possibilité de s'en débarrasser, c'était simplement de le mettre au rebut à la rue. Une autre, qui n'est pas impossible, c'est que la bête du Gévaudan, ou du moins l'animal de Chastel, ait été enterré dans les jardins de l'hôtel de la Rochefoucauld à Paris, probablement avec une bonne dose de chaux vive. Dans ce cas, lorsque j'ai mentionné ça à Alexandre Astier, son premier réflexe a été de voir s'il pouvait pas trouver une pelle et une pioche quelque part pour commencer à retourner tout le quartier actuel, l'hôtel de la Rochefoucauld ayant été situé, puis démoli, à l'emplacement de l'actuelle rue des Beaux-Arts. Alors, j'aimerais beaucoup qu'il soit possible de croire que, en fouillant un petit peu dans le coin, on puisse retomber sur le cadavre de l'animal de Jean Chastel. Mais sachant donc que l'hôtel a été détruit, puis des constructions modernes ont été faites, des rues ont été faites. Il y a eu les travaux pour l'eau, l'électricité, le gaz, le métro, les fondations. Il me paraîtrait absolument surprenant que juste
le cadavre de la bête du Gévaudan dans les jardins de la Rochefoucauld ait été épargné et se trouve encore quelque part là-dedans. Et même s'il l'est, il y a 99% de chances qu'il nous soit à jamais inaccessible. Il y a, à mon avis, beaucoup plus de chances que ce soit parti avec la terre, la roche et tout ce qui a pu être extrait pour faire la place pour les constructions, et que du coup nous ne saurons jamais exactement où reposent les derniers vestiges de l'animal de Chastel. Reste. J'ai lu quelque part que. Oui, excuse. Ouais, non, vas-y. Non, okay. J'ai lu récemment que Buffon ne l'avait jamais vu parce que Buffon ne se trouvait pas à Versailles au moment où la bête, si je peux dire, est arrivée à Versailles. La bête de Chastel est arrivée à Versailles. Donc, c'est une légende que Buffon aurait décliné l'invitation, aurait dit enterrez-moi ce truc ou quelque chose de ce type-là. Donc, voilà. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est ce que j'ai lu quelque part. La question a été posée et il semble qu'il y ait suffisamment de marge d'erreur possible pour que le témoignage du domestique, parce que c'est pas un témoignage de Buffon qu'on a, c'est le témoignage du domestique, puisse rester valable pour l'essentiel. Maintenant, on sait également que quand le témoignage a été recueilli, le domestique était âgé, c'est plusieurs dizaines d'années après, et que la mémoire lui fait défaut sur un certain nombre de points vérifiables. Alors, est-ce qu'en plus il y aurait un petit peu enjolivé? C'est pas impossible. Pour le moment, il y a suffisamment de marge d'erreur sur la présence ou l'absence de Buffon par rapport au témoignage que nous avons pour autoriser cette version sans pouvoir la prouver avec certitude. Donc, en ce qui concerne la bête elle-même, officiellement, il ne nous reste strictement rien. Pas un bout d'os, pas une dent, pas un bout de peau, et aucune possibilité de récupérer de l'ADN. À deux exceptions, qui me semblent très improbables, mais qui sont les derniers rêves auxquels on peut s'accrocher. Monsieur Duhamel, le capitaine des dragons, mentionne dans un de ses courriers à son supérieur qu'il a récupéré une poignée de poils de la bête, très puants, et qu'il l'enclosait avec sa lettre à son supérieur. Donc, quelque part, à un moment, l'armée française a reçu une enveloppe contenant du poil de la bête du Gévaudan. Personne n'a jamais retrouvé cette enveloppe avec ce poil, ou ces poils. Mais il nous est déjà arrivé de retrouver des documents de façon extrêmement surprenante, comme le mémoire de Portefaix, sortant d'un grenier sans qu'on sache du tout par quel lien il y est arrivé. Peut-être, quelque part, dans des archives militaires, privées, allez savoir, quelque part, il y aurait une enveloppe du XVIIIe siècle avec dedans le poil de la bête du Gévaudan. Si c'est le cas, inutile de dire qu'un certain nombre de nous aimeraient bien en faire bon usage. Autre possibilité. Le marquis d'Apcher, après que Chastel ait abattu la bête, a fait venir le cadavre de la bête en son château, pour l'exposer, le faire reconnaître par un certain nombre de témoins, et c'est au château de Besques, le château du marquis d'Apcher, que l'animal a été autopsié. Or, nous avons un document qui nous dit que l'animal aurait été donc dépecé, rempli de paille, mais le squelette aurait été conservé. Et les personnes qui, a priori, l'auraient conservé, ça aurait été la famille d'Apcher. Le château de Besques est à présent complètement rasé. Il n'en reste plus une pierre.
La forme de la parcelle, en revanche, reflète encore très fidèlement le plan du château. Là encore, on a comparé les plans du château qu'on a réussi à retrouver avec les images Google Earth. Ça, il n'y a pas de problème, ça se superpose exactement. Supposons que monsieur le marquis d'Apcher ait conservé le squelette de l'animal de Chastel. Que, bon, au bout d'un moment, ça leur a embêté, il l'aurait fait mettre à la cave. Et que quand le château a été rasé et le terrain remblayé, le squelette de l'animal de Chastel se soit retrouvé enfoui dans les caves du château de Besques. Est-ce que là, pour le coup, quelques fouilles dans ce champ ne serait pas possible? Voir ce qu'on pourrait y retrouver? Je serais prêt à m'y coller. Hein, mais bon, ça nécessite un tas de démarches officielles pour obtenir l'accord du propriétaire, l'accord de fouille, la supervision par des organisations dotées d'agréments spécifiques. Et tout ça, il faut bien dire, sur un espoir très mince. Hein. On a un document qui indique que la famille d'Apcher aurait conservé le squelette et strictement rien qui affirme que le squelette pourrait encore se trouver quelque part sous la parcelle du château. Mais dans la mesure où on n'a strictement rien d'autre à quoi se raccrocher, à mon avis, s'il faut chercher quelque part, ça pourrait être là. Et qu'est-ce qui en sortirait? Là, par contre, je serais bien incapable de le dire. Voilà en façon où je peux mener mon histoire jusqu'à présent. Donc, je vous propose une petite pause avec questions avant de passer à notre partie. Oui, deux remarques. D'abord, faire des fouilles, ils font tellement de fouilles pour retrouver des cadavres de tueurs en série, etc., de victimes de tueurs en série, que fouilles qui parfois, ou même souvent, débouchent sur rien. Donc, pourquoi pas, voir avec une société d'archéologie de l'endroit ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Ça devrait être beaucoup plus facile. Puisque on le fait bien pour retrouver des victimes de tueurs. Alors, autre chose, moi je trouve quand même très surprenant et peut-être un défaut qu'au moment de l'autopsie, il n'y ait pas eu un dessinateur quelconque pour faire un dessin de la bête, le dessin de l'autopsie et du cadavre en question. Et ça, je trouve que l'autopsie étant tellement bien faite que ça, c'est quelque chose qui est un peu incompréhensible. Surtout qu'à l'époque, l'anatomie était bien connue, des dessinateurs, on pouvait trouver un dessinateur ou un artiste. Il devait y en avoir dans la région. C'est pas une région où il n'y a rien quand même. Alors, il y en avait à Clermont-Ferrand pour l'autopsie de l'animal, du loup de Monsieur Antoine, et Monsieur de Palinvilliers, l'intendant d'Auvergne, mentionne dans une lettre qu'il a fait faire peindre l'animal. Où est passée cette peinture exactement? On cherche encore là-dessus. Y avait-il un dessinateur suffisamment aguerri à Saugues, même, qui était la ville la plus proche, c'est là dont sont venus les chirurgiens et les hommes de loi, maître Marin. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de suffisamment adroit pour le prendre, ou est-ce que, comme le mentionne le rapport Marin, l'animal avait de toute façon été déjà beaucoup trop abîmé pour qu'une représentation graphique soit utile ou peut-être simplement possible, et donc il a fallu, il faut se contenter de prendre les mesures qu'on peut sur ce qui restait. Bon, c'est sûr qu'on ne peut que regretter cet effroyable oubli de l'histoire, mais malheureusement, il faut faire avec.
Bien, alors, comme j'ai promis, on va passer à une deuxième partie, bien sûr. Donc ça couvre l'hébergement, le petit déjeuner, le dîner à l'hostal de parents et le panier pique-nique. Alors bonus, ça ce serait pour ceux qui, pour les premiers qui s'inscriraient. J'offre un exemplaire du livre coécrit avec Benoît. Alors je sais qu'un certain nombre de vous l'ont déjà. Oups, on verra si on peut trouver autre chose. En tout cas, exemplaire gratuit et dédicace et petits mots à volonté. Alors pour le déplacement, a priori, on compterait sur le fait qu'un certain nombre de personnes vont descendre en voiture pour utiliser ces voitures et nous épargner la location spécifique d'un minibus. Donc moi, je viendrai en voiture, je peux transporter 3 personnes en plus, etc. On verra. Tout dépend bien sûr de combien de personnes viendraient, comment elles viendraient. Bon, bah écoutez, je vais pour ma part vous souhaiter une bonne soirée. J'espère avoir des nouvelles rapidement pour savoir si on arrive à monter ce projet ou pas. Et de toute façon, j'espère vous voir ou vous revoir tous un jour en Gévaudan, parce que pour cette histoire, on peut en parler de façon passionnée où qu'on soit, on peut lire les livres où qu'on soit, on peut consulter les documents où qu'on soit, mais rien ne vaut le vrai terrain, le cœur du Gévaudan pour apprécier. Donc bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi toutes ces soirées. Et puis, aux nouvelles. Au revoir.